contrairement à ce que j'avais annoncé, je ne vais pas vous parler des infections au pneumocoque, mais je vais vous parler des infections à staphylocoque. Désolé, Kim, tu avais tout fait pour, pour coller, mais non, j'ai changé un petit peu pour vous présenter une nouveauté, en particulier dans les formes génétiques qui sont associées au syndrome hyper-IgE. Donc juste rapidement, donc je travaille chez le professeur Jean Casanova et mon centre d'intérêt, c'est de comprendre pourquoi des enfants sont susceptibles à des infections sévères bactériennes. Et donc juste pour vous rappeler, parce que des fois, je ne pense pas ici, mais dans d'autres centres, d'autres conférences, on en oublie un petit peu. En fait, les infections bactériennes sont très souvent mortelles. Elles sont difficiles à soigner juste parce que en fait, le temps de prise en charge des enfants doit être rapide. Les antibiotiques existent, la vaccination existe, mais n'empêche qu'il faut être rapide. Et si on ne diagnostique pas correctement ces infections bactériennes, tout simplement, ceci conduit au décès des enfants. Juste pour information, donc en 2000, y a des études qui ont montré qu'environ 14 millions d'enfants mouraient dans le monde. Et en fait, pratiquement 5% sont dus à des infections bactériennes, ce qui est énorme. Donc mon centre d'intérêt, c'est de comprendre d'un point de vue génétique pourquoi ces enfants souffrent d'infections bactériennes. Et juste pour information, et vous le savez tous, on est tous infectés par des bactéries. On est tous soumis à des infections bactériennes, mais personne n'est malade, excepté quelques cas. Et c'est dans ce contexte-là que nous essayons de comprendre d'un point de vue génétique pourquoi ces enfants pourraient être plus susceptibles à une bactérie de temps en temps, ou plus globalement aux bactéries et aux virus. Et donc ça, je vous remets une diapositive que vous devez connaître, qui sont les facteurs qui influencent les phénotypes biologiques et cliniques aux infections dues à un microbe, quel qu'il soit viral, bactérien. Et donc, nous nous intéressons à ce petit côté qui est les facteurs génétiques. Donc, je vais vous parler maintenant du syndrome hyper-IgE, qui est un syndrome qui est assez fréquent, qui est rare d'un côté, puisqu'il concerne à peu près un cas sur 100 000 enfants. Mais maintenant, lorsque l'on regarde la prise en charge des enfants pour des déficits immunitaires, cela représente quand même une certaine proportion. Et il y a une étude iranienne qui démontrait que ça représente 5 à 10% des patients qu'ils recevaient dans leurs hôpitaux. C'est pas quelque chose, c'est très rare d'un côté et en même temps très fréquent pour nous en tant que personnes impliquées en clinique. Donc la présentation clinique est un eczéma très sévère en général à la naissance et accompagné d'infections récurrentes à staph, en général au niveau du poumon, mais ça peut se présenter de différents facteurs. Les infections à staph sont maintenant à peu près bien cernées. En fait, les déficits en lymphocytes T rendent ces patients susceptibles aux infections à staph. Les déficits en classe 2, toutes les maladies dues au burst oxydatif, telles les CGD. Cependant, les patients qui souffrent d'une asplénie congénitale ne sont pas plus sensibles aux infections par staph que les autres. Et les patients déficients en complément ou en lymphocyte B ne sont pas non plus susceptibles que la plupart de nous contre staphylocoque, contre les infections à staphylocoque. L'asplénie, le complément et les BCL, ce sera plus des susceptibilités au pneumocoque. Dans ce cadre-là, je pense que l'un des premiers papiers qui a été décrit et qui a associé les infections au staphylocoque à une maladie potentiellement génétique, c'est ce qu'on appelle le Job syndrome, donc hyper-IgE syndrome, avec des caractéristiques ici, donc cet eczéma prénatal, non pas prénatal, néonatal, ces infections à staph et en particulier au niveau du poumon. Et en 1972, Buckley, dans son papier, suite à la découverte une année avant du dosage de la découverte des immunoglobulines de type E,
a décidé, chez un patient qui ressemblait beaucoup à ce patient décrit par Davis, qu'en fait, ces patients avaient un taux élevé d'hyper-IgE. Et c'est devenu, 5 à 10 années plus tard, ce qui a réuni toutes ces entités sous le syndrome d'hyper-IgE syndrome, c'est-à-dire que l'une des caractéristiques constantes de ces patients, c'est d'avoir un taux très élevé d'hyper-IgE. On considère que très élevé, c'est au-dessus d'une valeur seuil de 15, 30 selon les... Mais là, on parle de taux supérieur à 2000, 2000, 4000. Certains patients présentent également des abnormalités développementales, avec soit au niveau des dents, soit au niveau du squelette. Donc depuis cette découverte en 1966, en fait, d'un point de vue génétique et moléculaire, on a beaucoup progressé. Premièrement, Minegishi, en 2006, a étudié un patient, ça a été le premier patient, qui présentait des infections virales et bactériennes, mais aussi présentait un taux très élevé d'immunoglobuline de type E. Et en fait, il a découvert par clonage qu'en fait, ce patient présentait une mutation autosomale récessive dans type 2, qui est une molécule qui est importante dans plein de voies de signalisation. En fait, de façon extraordinaire, ce patient est unique, puisqu'en fait, depuis notre laboratoire et d'autres, on identifié d'autres patients qui présentaient des déficits autosomal récessifs en type 2, et aucun de ceux-là ne présente un taux d'hyper-IgE élevé. Donc très certainement, ce patient japonais présente quelque chose d'autre qui explique, ou au niveau de la mutation, il y a quelque chose qui se passe qui abolit la signalisation de l'IL6, alors que tous les autres patients, pour l'instant décrits, ont tous une signalisation au niveau de l'IL6 qui est normale. Cependant, et c'est ça qui est toujours excellent, c'est suite à ce travail, le docteur Minegishi, type 2 en fait est très près de stade 3, il a décidé en fait de chercher chez patients hyper-IgE des mutations dans stade 3, et ce qu'il a trouvé, c'est qu'il a décrit la première forme génétique autosomale dominant d'hyper-IgE avec des mutations dans stade 3. Il a décrit 5 mutations. Depuis, on a découvert plus de 120 types différents de mutations qui touchent de façon hétérozygote cette molécule stade 3. Et tous ces patients stade 3 à l'heure actuelle ont tous à peu près le même phénotype clinique. Ils ont des taux d'hyper-IgE assez élevés, ils ont un eczéma à la naissance et ils présentent des infections récurrentes à staph. Cependant, si vous étudiez un patient hyper-IgE, vous avez entre 90 et 95% de chances de trouver une mutation dans stade 3. Il restait ces 5% de patients avec des hyper-IgE pour lesquels la génétique n'était pas comprise, et notre laboratoire, mais aussi d'autres laboratoires, ont permis d'identifier d'autres facteurs génétiques qui conduisent à une forme clinique très proche de l'hyper-IgE, qui sont des formes récessives dans ZNF 341, où il a été démontré que cette protéine qui est nucléaire agit au niveau de la transcription et de la régulation de stade 3. Et puis également des molécules en amont de stade 3 qui sont l'IL6 ST, ça c'est le nom du gène, et la protéine c'est GP130, ou la chaîne alpha du récepteur AL6. Je ne vous parlerai pas également du travail de Anne Puel que vous connaissez tous ici, qui avait en 2008 démontré chez un patient qui présentait des infections récurrentes à staph, en étudiant le sérum de ce patient, que ce patient présentait des auto-anticorps anti-IL6, qui confirmaient bien que l'axe IL6 est important pour contrôler les infections à Staph aureus. Donc, dans un contexte où la majorité des patients qui présentent un syndrome hyper-IgE sont dus à des mutations dans stade 3, je voulais juste vous faire un petit récapitulatif de la fonction de stade 3 en omettant la voie interféron alpha. Stade 3 est en aval de toutes ces chaînes, de tous ces récepteurs,
Et en fait, comme nous venons de le voir, les infections et l'hyper-IgE seraient dues très certainement à l'abolition de la voie IL6, alors que les défauts développementaux sont très certainement associés aux défauts de la voie IL11 et à la voie LIF. Pour l'instant, aucun phénotype n'a été associé à la voie IL27 et CNTF. Tous ces travaux, par des approches génétiques, nous ont permis de comprendre un petit peu mieux la physiopathologie au niveau moléculaire. Et en particulier, on a également identifié des patients avec des défauts autosomales récessifs dans le gène TRAP, qui est une molécule clé pour la signalisation du TLR2. Et donc, à l'heure actuelle, ce que l'on peut proposer, c'est que les cellules du système inné sens perçoivent Staph aureus, très certainement par les molécules de surface. Comment on fait pour revenir? Hop. Et ces cellules vont alors produire un certain nombre de cytokines, dont l'IL6. Ces IL6 vont activer le lymphocyte T et en particulier permettre la différenciation de ce lymphocyte T en TH17. Et ces TH17 vont produire, comme son nom l'indique, de l'interleukine 17 qui va permettre au niveau des cellules épithéliales de produire des facteurs antimicrobiens. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'étude parmi les rares cas encore présents de patients avec une hyper-IgE, mais pour lesquels nous n'avons pas identifié de cause génétique. Et donc, c'est l'étude de 6 familles. 2 familles, comme vous pouvez le voir, ont clairement une présentation qui suggère une ségrégation autosomale dominante avec à chaque génération des malades. Et pour le reste des cas, ce qui représente la majorité des patients que l'on étudie, des cas ce qu'on appelle sporadiques, c'est-à-dire un seul cas dans la famille, pour lequel aucune possibilité d'hypothèse génétique ne peuvent être émises, puisque en fait, par exemple, pour ce patient ici, qui est un garçon, ceci peut être X-lié, ceci peut être autosomal récessif, c'est-à-dire que le père et la mère sont porteurs d'une mutation à l'état hétérozygote et ce patient devient malade parce qu'il possède des mutations homozygotes ou compound hétérozygotes, ou alors c'est une mutation qui se produit de novo, qui ne sont pas rares, et dans ce cas-là, c'est une mutation hétérozygote qui conduit au phénotype clinique. Le score que vous connaissez tous, qui a été décrit par Dr Brinkbacker, et qui permet de quantifier un petit peu le syndrome hyper-IgE, démontre que tous ces patients tombent dans cette fenêtre de patients hyper-IgE, puisque la limite, je crois, est supérieure à 40. Donc la plupart sont aux alentours de 40. Certains, comme toujours dans ces tableaux, sont un petit peu inférieurs. Donc ces patients-là, d'un point de vue cellulaire, sont des cas classiques de patients avec, associés au syndrome hyper-IgE, avec une diminution des lymphocytes B mémoire, un excès de CD4 naïfs et une diminution des central memory, avec quelque chose de classique en MRA et en memory. Au niveau des CD4, excepté 2 patients qui présentent des taux de TH17 qui sont normaux, on a quand même des patients qui présentent des taux réduits de production en TH17. Et donc, par une approche purement génétique, en commençant par cette famille 1 qui était très informative, il a été identifié des mutations hétérozygotes dans IL6ST, qui code pour la protéine GP130, qui est une des chaînes importantes pour le récepteur de l'IL6. Ce qui était intéressant ici, c'est que toutes les mutations sont des mutations, ce qu'on appelle non-sens, c'est-à-dire qu'elles conduisent à une protéine tronquée, normalement si exprimée, et elles sont toutes localisées dans un domaine dont je vais vous parler maintenant. Donc ce domaine, c'est le domaine intracellulaire.
Et ce domaine intracellulaire présente différentes caractéristiques. 2 sites de liaison aux protéines JAK1 et TYK2, un site de liaison SHP2, SOX3 qui régule la voie de signalisation, 4 domaines ici en violet qui permettent la liaison à stade 3, et un domaine ici en rouge, j'espère que vous le voyez, qui permet le recyclage de la protéine. Maintenant, pour être sûr que ces mutations peuvent potentiellement expliquer pourquoi ces patients présentent un phénotype, nous nous intéressons toujours à regarder ce qui se passe dans la population mondiale, et en particulier quel type de mutation on retrouve dans les différents pays. Et ce qui est intéressant, c'est que certes, dans la population mondiale, il y a aussi des gens qui sont porteurs de mutations faux sens dans le gène IL6. Ils sont rares, mais ils existent. Mais on peut les différencier en 2 clusters. Premièrement, 9 mutations qui conduisent à des mutations faux sens, mais qui sont dans le domaine extracellulaire. Donc, ces mutations vont conduire à une protéine tronquée où le domaine transmembranaire ne va pas être présent, et ni le domaine intracellulaire. Et une deuxième, où il y a 4 individus reportés dans la population mondiale qui présentent des mutations stop, d'accord, mais qui sont tous après ce domaine de recyclage qui est présent ici, et qui permettent au moins l'expression, qui permettrait au moins un site de liaison à stade 3. Et basé sur ça, on a émis l'hypothèse qu'en fait, ces mutations, par l'absence du site de recyclage et par le fait qu'il n'y avait aucun site de liaison à stade 3, pouvaient expliquer la maladie. Et c'est ce que je vais essayer de vous présenter dans les 4-5 prochaines diapos. Donc premièrement, nous avons exprimé ces allèles dans un système in vitro, ici des cellules 293T, juste pour regarder si ces allèles pouvaient être exprimés. Et comme vous pouvez le voir, ces allèles sont exprimés. Et ce qui a été noté par flow cytométrie, c'est qu'en fait, ces cellules sont exprimées, ici en rouge, mais elles sont plus exprimées. Et ceci est logique, puisqu'en fait, tous ces 2 mutants-là ne possèdent pas le motif de recyclage de la molécule à la surface. Par contre, les 3 mutations faux sens qui sont décrites dans la population mondiale et qui possèdent ce cycle ont une expression à peu près normale à la surface, tout comme les 2 mutants précoces qui, eux, ne sont pas du tout exprimés. En termes d'activité, ce qu'on a regardé, c'est en fait la phosphorylation de stade 3 après stimulation. Donc ça, c'est un marqueur assez facile qu'on peut faire par flow cytométrie. Vous stimulez vos cellules, vous arrêtez la réaction 15 à 30 minutes après, et vous regardez le niveau de phosphorylation de stade 3 de façon intracellulaire. Et comme vous pouvez voir, donc ici, toujours dans ces cellules 293T, le plasmide vide ne répond pas, alors que le wild type, vous voyez bien ce deuxième pic, ici, vous avez à peu près 50% des cellules qui ont un niveau de phosphorylation de stade 3. Les mutants nuls qui ne sont pas exprimés ne conduisent pas à une phosphorylation de stade 3, ni nos patients, ni nos patients. Par contre, les mutations tardives au niveau de stade 3 permettent une phosphorylation, excepté ce dernier, ce qui suggère en fait que 1, 2 ou 3 motifs de liaison à stade 3 est suffisant pour permettre au moins in vitro et dans un système complètement artificiel la signalisation. Maintenant, pour expliquer par quel mécanisme ces mutations pouvaient conduire au syndrome hyper-IgE, nous n'avons que 2 hypothèses, puisque ce sont des mutations stop. La première était que l'aplomb insuffisant, c'est-à-dire vous enlevez une copie du gène et vous êtes malade. Et la deuxième possibilité, c'est qu'en fait, cette molécule est exprimée à un effet, ce qu'on appelle dominant négatif, sur les formes wild type. Le fait que dans la population générale, on se retrouve avec des mutations précoces qui ne sont certainement pas exprimées, nous suggérait que en fait, le mécanisme moléculaire n'est pas l'implant insuffisance, mais la dominance négative. Et ce que représente cette figure-là, c'est typiquement ça.
Dans un cadre d'haploïnsuffisance, ce que vous avez ici, c'est le wild type. Et quand vous exprimez les allèles mutants, vous conservez l'activité wild type. Donc vous devriez avoir, si c'était de l'haploïnsuffisance, quelque chose qui reste constant. Par contre, si c'est dominant négatif, la forme mutée va avoir un effet dominant négatif sur la forme wild type, et dans ce cas-là, vous observez une diminution. Et c'est typiquement ce que nous observons ici, c'est-à-dire que dès que l'on rajoute un petit peu de cette forme mutée, nous obtenons une diminution d'activité. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les cellules des patients? Vous savez, comme toujours, que c'est la partie la plus difficile pour nous, obtenir suffisamment de matériel pour pouvoir faire des expériences sur les cellules des patients. Et ce qu'on observe, c'est que sur les CD8, nous avons une légère augmentation de l'expression de GP130 à la surface. Je vais passer rapidement pour les CD4. C'est un peu plus marqué dans les cellules B, dans les cellules du lymphocyte B, et c'est très marqué au niveau des cellules monocytaires. Ce qui suggère que ce que l'on a identifié de façon complètement artificielle se reproduit également dans les cellules des patients. Et finalement, et ceci a été fait que sur un seul patient, nous observons également une diminution de la signalisation de la voie IL6 chez ces patients lorsque l'on regarde la phosphorylation de stade 3 dans ces cellules. Que ça soit en particulier au niveau du monocyte où la forme est le plus exprimée. Donc, pour finir, pour conclure, nous avons mis en évidence une nouvelle forme allélique qui conduit à l'hyper-IgE syndrome. Il avait déjà été décrit la forme récessive de l'IL6-ST qui conduisait à ce syndrome-là. Ben, il faut maintenant ajouter, et c'est pour l'AILA, un gène en plus. Donc en fait, il y a des gènes et différents mécanismes. Donc il y a un mécanisme de plus où là, ce sont des formes hétérozygotes, donc dominantes, et par un mécanisme de dominance négative qui conduit à ce mécanisme d'hyper-IgE. Je ne vais pas rentrer, parce que je pense que je suis un peu long, j'ai été un peu long, dans le mécanisme, mais ça c'est typiquement comment la dominance se produit. Donc les formes qui sont impactées sont les formes où il y a un tétramère, c'est-à-dire que la forme mutante va impacter 75% en fait de toutes les formes, puisque en fait l'homotétramère ne sera pas fonctionnel, mais ni les deux hétérotétramères, alors que le wild type est correct. Voilà, je voulais vous remercier de votre attention.